Voilà, vous êtes missionné pour aller récupérer le stock mondial de lourdes avec 3 membres des services de secret français. Donc c'est une mission hyper secrète. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette année, nous fêtons un anniversaire pas comme les autres, les 80 ans d'existence du CEA. Et pour fêter ça, nous allons faire un petit voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les origines du CEA, mais aussi parler de ses scientifiques, les fameux pionniers de l'atome. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Alors nous avons Paul Zajac, tu es directeur des affaires stratégiques du CEA, diplomate de carrière, et tu vas nous apporter un peu ton regard sur le rôle du CEA d'hier à aujourd'hui. Bonjour Paul. Bonjour Marie. Et de l'autre côté, nous avons donc Dominique Mongin, tu es docteur en histoire, spécialiste de la dissuasion nucléaire, et toi tu reviendras plutôt sur les grandes étapes et les personnages clés de cette aventure. Bonjour. Bonjour. Alors merci à tous les deux d'être avec nous. C'est parti pour ce petit voyage dans l'histoire. Et pour commencer, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Quand on parle des origines de l'aventure atomique française, quelle est l'image qui vous vient un petit peu spontanément en tête ? Alors l'image qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une affiche de film. C'est une affiche de film que j'ai en grand format dans mon bureau aujourd'hui. Et ce film, c'est La bataille de l'eau lourde. Voilà l'affiche en petit format. C'est un film qui a été tourné en 1948 au lendemain de la guerre et qui relate un des épisodes clés de la résistance engagée justement par les pionniers de l'atome, qui se joue en Norvège. Donc, il y a toute une expédition qui est menée. J'en dis pas beaucoup plus puisque on reviendra sur cet épisode clé tout à l'heure. Tout à fait. Et on reviendra sur cet épisode et on regardera un extrait du film. Dominique, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette image ? Moi, je partage tout à fait l'avis de Paul, effectivement. Enfin, moi, quand parler de cette épopée française de l'énergie atomique, le premier mot qui m'en vient à l'esprit, c'est aussi le terme de résistance, et qui est vraiment est tout à fait marqueur pour cette histoire, et on va y revenir. On va parler un petit peu donc de ces fameux pionniers de l'atome. Donc dans les années 1930, la France, elle est au tout premier rang de la recherche nucléaire mondiale. En 1934, on a Frédéric Joliot et Irène Curie qui découvrent la radioactivité artificielle. C'est une avancée majeure qui leur vaudra donc le prix Nobel. 5 ans plus tard, en 1939, Joliot et son équipe déposent 3 brevets secrets, on va en parler tout à l'heure, dont l'un concerne un explosif nucléaire, et c'est une première mondiale. Alors pour commencer, Dominique, est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur cette époque et nous l'expliquer plus en détail ? Alors, je crois que pour bien comprendre cette histoire, notre histoire de l'énergie atomique, il faut remonter en fait très loin, et remonter à la fin du 19e siècle, avec les découvertes de Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, découverte de la radioactivité naturelle. Et d'ailleurs, le terme de radioactivité naturelle, c'est Marie Curie qui l'utilise pour la première fois en 1898. Et pour ces découvertes de la radioactivité naturelle, ces 3 personnages vont obtenir au début du XXe siècle précisément un prix Nobel. Et c'est donc un marqueur, là, encore une fois, de cette histoire, et en même temps qui montre que ce n'est pas une histoire spécifiquement française. Il y a à l'époque une émulation scientifique très importante en Europe, dans les laboratoires européens, dans ces découvertes, à une époque où la structure même de l'atome n'est pas encore complètement connue. Et elle sera connue, cette structure de l'atome, vraiment bien à partir de 1932, avec la découverte du neutron par un Britannique qui s'appelle James Chadwick. Et 2 ans plus tard, comme tu l'as dit, il y a effectivement la découverte par Frédéric Joliot et Irène Curie du principe de la radioactivité artificielle. Les découvertes vont aller très très vite, après cette découverte de la fission par une équipe allemande en décembre 1938, qui est ensuite confirmée donc par des chercheurs autrichiens, et en particulier par Lise Meitner en janvier 1939. Et dès mars 1939, c'est une équipe de Frédéric Joliot qui va faire une découverte fondamentale dans la poursuite de ces découvertes de l'énergie atomique, avec le nom de neutrons, ce qu'on appelle les neutrons secondaires, qui sont générés lors de la réaction en chaîne. Et l'équipe de Frédéric Joliot dit, en fait, lors de cette réaction en chaîne, il y a 3 neutrons qui sont générés. Et on sait que dans la pratique, c'est 2,5, et c'est une découverte fondamentale, et qui va ensuite, étape suivante, permettre à l'équipe de Frédéric Joliot de déposer des brevets secrets, dont tu as parlé. Ça, on est en mai 1939. Les 2 premiers brevets concernent le principe d'un réacteur nucléaire. Le 3e concerne le principe d'un explosif nucléaire, à la fois pour des applications civiles et des applications militaires. Et donc, c'est une découverte fondamentale, donc, qui date de mai 1939.
Et je crois qu'on là, on voit un peu le fil qu'on tire. Ça remonte très loin et en même temps, ces découvertes ont été très, très rapides. Alors pour revenir un petit peu sur cette époque, Paul, est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'état d'esprit dans ce contexte des scientifiques et du pays? Oui, alors ce qui est très frappant dans ce que vient de décrire Dominique, c'est aussi que ces brevets sont déposés de manière secrète uniquement en mai 39. Donc on est déjà très proche du début des hostilités et c'est donc très tardivement que les scientifiques prennent pleinement conscience des risques associés à leurs recherches. Jusqu'ici, en fait, pendant toutes les années 30, on voit une communauté scientifique européenne qui continue à échanger. Dominique a parlé d'émulation entre les différents laboratoires qui sont à Berlin, qui sont au Danemark, au Royaume-Uni, en France, en Italie. Et donc, on voit cette communauté scientifique qui continue à travailler de manière très intense pour, dans un objectif, on peut l'imaginer, de progrès technique qui est à apporter à l'humanité, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment un idéal scientifique qui est poursuivi là, et donc une recherche ouverte qui est maintenue. Mais à ce moment-là, en France en particulier, on voit les périls monter, le pays voit les périls monter, voit sa situation se dégrader, mais et en quelque sorte, il y a une forme de tétanie, parce que la France est relativement isolée, se sent en tout cas isolée au plan international. Elle n'est pas sûre de pouvoir compter sur ses alliés britanniques et américains. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait aussi pour véritablement changer, peser sur l'Allemagne, puisqu'on a adopté une stratégie militaire strictement défensive. Et il y a un pacifisme très profond dans la société française qui est totalement traumatisé par la Première Guerre mondiale. Et donc on peut imaginer que ce contexte-là est aussi l'environnement dans lequel les scientifiques poursuivent leurs recherches, en dépit, en quelque sorte, de la montée des périls, en coopération, de manière ouverte à ce moment-là. Et la réalisation, finalement, intervient assez tard. Mais une fois que disons que le chaos commence, là, il y a une vraie bascule et une mobilisation des scientifiques français qui ont travaillé sur ces questions, qui vont en effet immédiatement s'engager dans une logique de résistance. Justement, avec la guerre, donc les recherches de Joliot et de Curie vont basculer vers l'effort militaire, notamment autour de la bombe à uranium. Et en 1940, c'est la fameuse bataille de l'eau lourde dont on parlait en Norvège, qui a été cruciale pour les Alliés. Puis, il y a certains chercheurs qui vont partir vers Londres, qui vont rejoindre les équipes britanniques. Et autour d'eux va se former un petit groupe d'atomiciens de la France libre. Dominique, sur cette table, on a un objet un peu particulier qui contient une goutte d'eau lourde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette fabuleuse épopée de l'eau lourde et ce que c'est que l'eau lourde? Avec le déclenchement de la guerre en septembre 1939, du côté français, les scientifiques vont se mobiliser très vite. Et en particulier, Frédéric Joliot est l'un des tout premiers qui va alerter l'autorité politique. Alors, à l'époque, l'autorité politique, c'est qui? C'est le ministre de l'Armement qui s'appelle Raoul Dautry. Et il lui dit... voilà, moi j'ai besoin de 2 matières stratégiques pour avancer dans mes travaux et pour participer à l'effort de guerre français. C'est ça qui est fondamental. C'est à la fois de l'oxyde d'uranium et de l'eau lourde. Donc, l'eau lourde, c'est quoi? C'est un modérateur qui permet de ralentir le neutron lors de la réaction en chaîne. Et dans la perspective de construire un réacteur nucléaire, Frédéric Joliot dit donc à l'autorité politique: j'ai besoin d'avoir de l'eau lourde. Et donc, l'eau lourde, qui est donc un élément qui est produit par électrolyse de l'eau ordinaire. Et il se trouve que c'est en Norvège, grâce précisément aux grandes chutes d'eau qui existent en Norvège, dues au relief. C'est en Norvège qu'une société qui s'appelle Norsk Hydro produit à l'époque, c'est la seule société qui le fait dans le monde, qui produit donc de l'eau lourde. Et c'est là où se trouve donc le stock mondial d'eau lourde qui en fait correspond à 185 kilos d'eau lourde. Mais voilà, très concrètement, Frédéric Joliot va alerter l'autorité politique en disant: voilà, j'ai absolument besoin de récupérer ce stock mondial d'eau lourde. Et donc, Raoul Dautry va organiser à son cabinet donc une rencontre entre Joliot
et un jeune financier qui a été mobilisé dans le service des poudres et qui, au début de la guerre, et ensuite qui a intégré le cabinet de Raoul d'Autry. Et il se trouve que Jacques Allier, avant la guerre, était donc au sein de la Banque de Paris et des Pays-Bas l'interlocuteur de la Norsk Hydro dont j'ai parlé, société donc norvégienne, mais à capitaux à majorité français. Donc à plus de 60%, ce sont des capitaux français qui détiennent cette société, et qui explique aussi les très bonnes relations qu'il y avait entre cette société norvégienne et donc la Banque de Paris des Pays-Bas, et donc la très bonne relation que Jacques Allier avec le directeur de la Norsk Hydro, qui s'appelle Axel Aubert. Et donc très concrètement, en présence du chef des services de renseignement français, Raoul d'Autry dit à Jacques Allier, voilà, vous êtes missionné pour aller récupérer le stock mondial de lourdes avec 3 membres des services de secret français. Donc, il y a une mission hyper secrète. Point important, le chef des services français, les services de renseignement français, lui dit attention, les Allemands cherchent également à mettre la main sur ce stock mondial de lourdes. Et donc, cette mission va partir fin février 1940 en direction de la Norvège, avec donc pour mission de récupérer le stock mondial de lourdes. Encore une fois, c'est une mission tout à fait secrète. Hein, quand on regarde même l'ordre de mission pour Jacques Allier, la mention de l'eau lourde n'apparaît absolument pas. Hein, c'est trop secret. C'est une matière stratégique secrète. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une épopée tout à fait fantastique. Et donc, à partir de mi-mars 1940, Jacques Allier va revenir donc en France, donc avec un périple tout à fait extraordinaire qui va passer par l'Écosse, alors même qu'il a fait croire à l'équipe allemande qui cherchait à mettre la main sur le stock d'eau lourde à Oslo, qu'il prenait un avion à destination des Pays-Bas, et cet avion, on l'a su par la suite, a été intercepté par la Luftwaffe. Et en fait, il a pris un autre avion, et secrètement, il avait embarqué les 26 bidons dans un autre avion qui est parti vers l'Écosse, et tout ça, et ensuite est revenu vers la France, voilà, dans un périple tout à fait fantastique. Ensuite, ce stock mondial de lourdes va donc être caché secrètement dans les caves du Collège de France, où travaillait Frédéric Joliot. Et ensuite, avec la débâcle en France, à partir de mai-juin 1940, le stock mondial de lourdes va être exfiltré en direction de Bordeaux, là où le gouvernement français s'était réfugié avec l'invasion de la France par l'Allemagne nazie. Et la décision va être prise le 16 juin 1940 par Raoul d'Autry, donc ministre de l'Armement, d'exfiltrer le stock mondial de lourdes vers la Grande-Bretagne pour qu'il ne soit pas pris par les Allemands, bien entendu. Et parallèlement, il va demander également à des Français d'exfiltrer le stock d'oxyde d'uranium que détenait la France, à savoir 8 tonnes d'uranium. Donc ce stock d'uranium, lui, va partir. Initialement, il était prévu qu'il parte également en direction de la Grande-Bretagne. Ça n'a pas pu se faire. Il va partir vers le Maroc, où il sera caché pendant toute la guerre dans l'office chérifien des phosphates, donc par des Français, des ingénieurs français qui vont le cacher pendant toute la guerre. C'est après la guerre qu'on va découvrir cette épopée. Et idem donc pour cette bataille de l'eau lourde, qui est en fait une première bataille qui est réussie du côté français et qui sera donc, je dirais, poursuivie ensuite par les équipes britanniques, parce que Raoul d'Autry a demandé aussi aux membres de l'équipe de Frédéric Joliot, à savoir Hans Alban et Lee Kowarski, de poursuivre les travaux au sein des équipes britanniques avec l'eau lourde. Donc, ils vont poursuivre les travaux avec tout leur savoir-faire, hein, tout ce qu'ils ont, toutes les connaissances qu'ils ont des découvertes de l'énergie atomique. Et il se trouve que les Britanniques sont extrêmement intéressés par le savoir-faire français dans le domaine du principe d'un réacteur nucléaire. Et ils vont pouvoir faire précisément en décembre 1940, Hans Alban et Lee Kowarski, donc, qui sont missionnés par Joliot en Grande-Bretagne, pouvoir faire l'expérience que Frédéric Joliot souhaitait faire en France et qu'il n'a pas pu faire. Et ensuite, donc, pour parler plus largement de ce qu'on appelle les atomiciens de la France libre, en dehors de Hans Alban et Lee Kowarski, qui sont donc les deux premiers, je dirais, grands résistants dans le domaine de l'énergie atomique, il y a donc 3 autres personnes. D'abord Jules Guéron, qui est donc un autre scientifique français qui va rejoindre le général de Gaulle dès le 25 juin 1940, donc c'est-à-dire qu'il va connaître très vite le général de Gaulle, et ce qui expliquera plus tard, on y reviendra, un épisode en juillet 1944 à Ottawa. Ensuite, il y a Pierre Auger et Bertrand Goldschmidt. Donc, ce sont les 5 qui forment ce qu'on appelle les atomiciens de la France libre et qui vont contribuer et participer aux travaux des équipes britanniques pendant toute la Seconde Guerre mondiale pour travailler donc sur la priorité, ça va être sur un réacteur nucléaire, et cela va conduire à l'installation de cette équipe au Canada, où ils vont travailler sur un réacteur
expérimental, ce qu'on appelle le ZEP, qui sera construit à Salt River, à 200 km d'Ottawa. Donc, et ce qui est intéressant également, tout à l'heure on l'a dit, c'était cette comité scientifique des atomiciens européens, ils se connaissaient tous. Et il se trouve que pendant la guerre, Bertrand Goldschmidt, donc, qui était un chimiste qui va s'intéresser précisément à la question de l'extraction du plutonium, va rencontrer à Chicago Glenn Seaborg, qui est avec son équipe, qui est le scientifique américain qui a découvert le principe du plutonium. Le plutonium, on n'en avait absolument pas connaissance. C'est à partir de début 1941 que l'on a connaissance de cette matière artificielle qui est le plutonium. Bertrand Goldschmidt va participer à plusieurs reprises en 1942 et 1943 aux travaux donc, de l'équipe de Glenn Seaborg sur l'extraction du plutonium. Donc concrètement, cela veut dire que si c'est vrai que la France n'a pas participé au programme Manhattan, le président Roosevelt y était complètement opposé, dans la pratique, il y a eu quand même quelques incursions, je dirais, dans ce programme qui ont permis à la France d'être quand même au courant de l'état d'avancement du côté américain et d'informer le général de Gaulle donc en juillet 1944 à Ottawa. Alors, on va revenir un petit peu sur les péripéties incroyables dont tu parlais concernant la bataille de l'eau lourde, qui ont justement donné naissance à un film qui s'appelle La bataille de l'eau lourde. Tu nous as montré l'affiche, Paul, tout à l'heure. On va regarder un petit extrait et ensuite on va débriefer parce qu'apparemment ce n'était pas que de la fiction, ce film. La science, l'industrie, la civilisation pourront progresser à pas de géant lorsque nous saurons contrôler la désintégration massive de l'uranium. Mais il nous faudra encore beaucoup chercher. Mais un jour, nous serons maîtres de cette immense réserve d'énergie. Ce sera une ère nouvelle. L'humanité tout entière en profitera, je sais. En ce mois d'avril 1939, l'horizon politique est sombre. L'eau lourde nous permettra d'avancer plus rapidement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un produit très rare. À Paris, Raoul Dautry, ministre de l'Armement, reçoit le professeur Joliot-Curie. Il faudrait donc tout de suite négocier l'achat du stock d'eau lourde, environ 160 litres, qui se trouve à Vémorque, et l'amener à Paris. Tout à fait d'accord. La possession de l'eau lourde de Vémorque est d'un intérêt capital, et je crains que les Allemands ne nous aient déjà devancés. Monsieur le ministre, je suis déjà assuré du départ de Kowarski et de Halban. Alors, je vous ai vu rebondir, réagir à cet extrait. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu là-dessus et nous expliquer en quoi les 15 premières minutes du film sont aussi un peu spéciales. Alors, ce qui est très frappant, évidemment, c'est de voir Joliot jouer son propre rôle. Et d'ailleurs, dans ce qu'il dit à l'écran, je pense que c'est une bonne traduction de justement son état d'esprit en 1939 lorsqu'il conduit ses recherches et réalise qu'elles peuvent avoir des applications militaires et donc comporter des risques aussi importants dans ce contexte d'avant-guerre. Mais il a conduit ses recherches avec l'objectif de servir l'humanité, hein. C'est ce qu'il dit, de servir le progrès de l'humanité. Et quelque part, on sent le scientifique porté par sa mission de progrès, mais qui va s'adapter aux circonstances, qui va répondre aux besoins et aux risques posés par ses propres travaux et se mobiliser justement, comme on le disait tout à l'heure, pour servir et défendre son pays. Alors, tu nous l'as dit, Joliot joue son propre rôle, mais alors du coup, Dominique, est-ce qu'on regarde de la fiction, du documentaire? Non, c'est-à-dire qu'effectivement, les 15 premières minutes, c'est un vrai documentaire. Frédéric Joliot joue son propre rôle, mais c'est le cas ensuite de Raoul Dautry, de Jacques Allier aussi. Ils jouent leur propre rôle, alors plus ou moins bien, je dirais, mais c'est là où c'est un peu la fiction. Mais en l'occurrence, ce qui est fantastique, c'est que c'est un épisode qui n'a pas du tout été connu pendant la guerre et qui a été vraiment découvert au sortir de la guerre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Raoul Dautry, dès août 1945, c'est-à-dire juste après les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, a tenu à déclarer publiquement le rôle des Français dans la découverte des applications militaires de l'énergie atomique avant la guerre, mais ensuite avec le déclenchement de la guerre, avec la bataille de l'eau lourde. Il en parle dès août 1945 pour justement rappeler ce rôle à une époque où où on ne parlait que du rôle des Américains, en fait. Et que ça soit Frédéric Joliot, et d'ailleurs le général de Gaulle également, dès octobre 1945, dans une déclaration publique,
il rappelle le rôle, il cite Joliot et son équipe, qu'ils ont eu dans ces découvertes. Paul, est-ce que peut-être tu peux nous expliquer la teneur un peu des rapports entre les Français et les Britanniques à cette époque? Oui, alors ce qui est intéressant de regarder, effectivement, c'est les relations qui se nouent en matière de coopération scientifique sur ces recherches liées à l'atome entre les Français, les Britanniques et les Américains. Comme le disait Dominique, au sortir de la guerre en 1945, on a l'impression que les Américains ont tout fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc certains scientifiques, quelques scientifiques français ont été intégrés véritablement dans les équipes britanniques. C'est d'ailleurs à un moment où il y a vraiment un épisode assez extraordinaire entre la France et le Royaume-Uni. Au moment de la défaite française, donc on est le 16 juin 1940, il y a une réunion extraordinaire du cabinet britannique qui considère la possibilité d'une fusion, en quelque sorte, des deux États, d'une union entre la France et le Royaume-Uni. Et là, on voit que le Royaume-Uni, qui s'était un peu tenu à distance, pour être honnête, de la France pendant l'entre-deux-guerres, réalise le danger qu'il y aurait pour lui-même et pour sa propre sécurité à voir la France s'effondrer, et donc considère qu'il est dans son propre intérêt fondamental de maintenir une forme de souveraineté française. Et c'est ce même jour que Kowarski et Alban prennent le bateau pour rejoindre Londres et ensuite intégrer les équipes de recherche britanniques. Donc ce projet, évidemment, d'union n'aura pas lieu puisqu'en fait l'effondrement de la France est trop brutal pour le permettre. Et c'était peut-être impossible de toute manière politiquement. Mais l'attitude britannique à l'égard de la France libre et de Gaulle en particulier a toujours été marquée par la volonté de préserver justement la possibilité d'un rétablissement de la souveraineté française. Et Churchill, malgré des relations personnelles parfois frictionnelles avec le général de Gaulle, a toujours vu cet horizon politique-là dans la personne du général. C'est une relation très différente qui se noue entre la France libre, le général de Gaulle et les Américains. Roosevelt en particulier se défiera constamment du général de Gaulle, dans lequel il voit un dictateur en puissance. Et donc il y a beaucoup d'épisodes marquants de cette défiance au cours de la guerre, notamment lors du débarquement en Afrique du Nord. Et en matière de coopération scientifique, eh bien, ça se traduit par une décision fondamentale des Américains qui est en fait d'exclure les Français du programme Manhattan et de créer une logique d'exclusivité dans la coopération américano-britannique en matière de recherche nucléaire. Donc ça, c'est l'accord de Québec de 1943 qui donc crée une coopération exclusive entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et les chercheurs français, bien qu'intégrés dans les équipes britanniques, seront donc globalement tenus à l'écart avec les quelques nuances que faisait Dominique, c'est-à-dire qu'on a affaire à une communauté scientifique qui se connaît depuis des années, en fait. Ils ne sont pas très nombreux, ils se connaissent tous personnellement, et donc les chercheurs français sont quand même pas tenus au courant de certains aspects du programme Manhattan sur le plutonium, la pile de Fermi à Chicago, ce qui va les mettre en situation donc d'informer le général de Gaulle des progrès faits par les Américains lors de sa visite à Ottawa en juillet 1944, donc dans des conditions qu'on dit assez cocasses, puisqu'il a dû, donc Jules Guéron, qui est un des atomiciens de la France libre, va saisir un moment où le général de Gaulle va se laver les mains pour l'informer discrètement de l'avancement et des projets américains en matière d'armes nucléaires. Alors, dès la libération, de Gaulle va faire le choix d'institutionnaliser et d'organiser la recherche nucléaire française. C'est l'ordonnance de 1945 qui crée donc le commissariat à l'énergie atomique.
Paul, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte historique là-dessus? Oui, alors c'est assez simple. Au sortir de la guerre, évidemment, il faut relever le pays. Il faut, avant tout, pour toute cette génération qui est marquée par l'effondrement de 1940, il faut recréer les conditions de la souveraineté nationale. Et on est à un moment où le destin de la France est encore assez fragile. Beaucoup craignent une forme de mise sous tutelle par les Américains. Et donc, il faut à ce moment-là poser les grandes briques, les masses de granit de la reconstruction, et reconstruction économique et aussi reconstruction stratégique en vue de restaurer la souveraineté et les conditions de l'indépendance nationale qui a été tellement bafouée au cours des années précédentes. Et donc c'est vraiment dans cette perspective-là que s'inscrit l'ordonnance que tu as citée, prise par le général de Gaulle comme chef du gouvernement provisoire de la République française et qui va créer le commissariat à l'énergie atomique. Dominique, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette ordonnance? Effectivement, comme vient de le dire Paul, c'est l'une des dernières grandes décisions du général de Gaulle de créer le commissariat à l'énergie atomique. Il savait qu'il risquait de quitter le pouvoir très vite. Il quittera le pouvoir dès le début de l'année 1946. Donc le général de Gaulle tenait absolument vraiment à cette ordonnance du 18 octobre 1945, donc qui prévoit que le nouvel organisme public poursuit des recherches scientifiques et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique, à la fois dans le domaine de la science, de l'industrie et de la défense nationale. Donc on voit très clairement dès l'origine le caractère dual qui est assigné au CEA. Donc c'est véritablement fondamental. Donc cet organisme, il faut savoir, c'est un organisme public, mais qui est régi par le droit privé dans son fonctionnement. Et en même temps, ce que voulait le général de Gaulle, c'est un organisme qui ait une très grande liberté d'action dans le domaine de la recherche, et en même temps qu'il soit sous une tutelle du politique très forte. C'est la raison pour laquelle le commissariat de l'énergie atomique est sous la tutelle directe du président du Conseil, donc à l'époque président du gouvernement provisoire de la République française, ensuite président du Conseil, et donc un lien très fort avec l'autorité politique qui montre, ce que disait tout à l'heure Paul, les enjeux de souveraineté nationale qui s'attachent très tôt aux questions de l'énergie atomique en France. Alors, en 1945, il va se passer quelque chose de terrible. Les Américains vont faire usage de l'arme atomique sur le Japon. Paul, à l'époque, comment le nucléaire était perçu assez largement par la société? En fait, on peut très bien voir que le nucléaire fait irruption pour la population, pour la société dans son ensemble, à travers Hiroshima et Nagasaki, avant même que les usages civils ne soient développés. Donc c'est vraiment ça qui va marquer. Dans ce contexte-là, les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki sont vus comme un prolongement des attaques aériennes massives qui avaient été conduites de toute façon par les Alliés contre l'Allemagne, contre le Japon, et elles viennent mettre un terme à la guerre dans le Pacifique. Mais donc c'est vraiment le moment, je pense, où il y a une prise de conscience des enjeux liés au nucléaire et à la recherche sur le nucléaire. Et comme l'a dit Dominique, le gouvernement provisoire, en reprenant le fil qui n'a jamais été rompu finalement de la recherche scientifique française avant la guerre et puis pendant la résistance, va donc réagir très vite et prendre des décisions majeures pour permettre à la France d'investir ce champ. Et dans ce contexte, Dominique, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le réacteur Zoé? Alors effectivement, le réacteur Zoé, donc c'est un réacteur nucléaire expérimental qui va devenir opérationnel en 1948. Et en fait, c'est la première grande réalisation du CEA, et qui avait un rôle tout à fait capital. Pourquoi ? D'abord pour mobiliser des équipes de chercheurs et ensuite lancer les travaux en perspective du développement de l'énergie atomique en France. Alors il faut savoir que ce réacteur Zoé est directement inspiré en fait des travaux que les atomiciens de la France libre avaient fait au Canada, à Chalk River, donc proche d'Ottawa, pendant toute la guerre. Et ceux qui ont joué un rôle clé sur ce réacteur nucléaire au Canada, c'est Hans Alban et Kowarski. Encore une fois, c'est la continuité des travaux de Joliot de 1939-1940. Et donc Zoé est directement inspiré de ça. Donc Zoé, ça veut dire zéro oxyde d'uranium et eau lourde, donc zéro énergie. C'est-à-dire c'est pas un réacteur qui est destiné à produire de l'énergie.
mais qu'un réacteur expérimental. Et donc, la suite de Zoé, ça sera à partir de 1952, mais on y reviendra, c'est le premier plan quinquennal de l'énergie atomique. Alors, dans les années 1950, le CEA va changer de dimension. En 1952, on a Félix Gaillard qui va lancer le premier plan quinquennal de l'énergie atomique. Et en 1954, on a Pierre Mendès France qui donne l'impulsion décisive au programme nucléaire de défense français. À l'époque, les travaux, ils se poursuivent dans des optiques à la fois civiles et militaires. Dominique, comment on peut expliquer un petit peu ce progrès finalement très rapide en moins de 10 ans vers un programme militaire? Alors effectivement, comme tu l'as dit, il y a cette dimension duale, à la fois civile et militaire, qui remonte même à l'origine de la création du CEA. On l'a vu dans l'ordonnance créant le CEA en octobre 1945, et on l'a vu dans les travaux pionniers de l'équipe française de 1939-1940. Et puis ensuite, pendant toute la guerre, avec les atomiciens de la France libre. Donc concrètement, à partir de 1952, il y a un politique qui va jouer un rôle très important, Félix Gaillard, à la fin des années 40, c'est Bertrand Koch-Schmitt qui va le briefer sur l'énergie atomique. Et donc Félix Gaillard, lorsqu'il devient, à partir de 1951, il devient secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Sous ce terme de secrétaire d'État à la présidence du Conseil, c'est en fait le ministre en charge des questions atomiques au gouvernement. Et Félix Gaillard, donc, c'est lui qui va être à l'origine de ce qu'on appelait le premier plan quinquennal de l'énergie atomique, 1952-1957, qui prévoyait la mise en place de réacteurs nucléaires. Et à l'époque, donc, la priorité va être donnée en fait à la filière du plutonium. Donc construire des réacteurs nucléaires qui vont produire du plutonium, mais aussi, c'est là le caractère bien dual, des réacteurs nucléaires qui seront d'ailleurs raccordés au réseau électrique d'EDF, donc en produisant de l'électricité. Donc ce sera le cas de G2, G3, à partir de la fin des années 50. Donc concrètement, ce premier plan quinquennal 1952-1957, il va lancer ses travaux sur le plan, je dirais, industriel. Et à partir de 1954, dans le domaine de la défense nationale, à partir précisément de ce tronc commun qui a été lancé avec le premier plan quinquennal de l'énergie atomique, tronc commun sur les applications à la fois civiles mais aussi militaires, celui qui prend la décision de maintenant on va également pousser dans la direction des applications militaires, c'est Pierre Mendès France, qui décide cela lors d'une grande réunion qui a lieu le 26 décembre 1954 au Quai d'Orsay, qui était à la fois président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Et c'est lui qui prend la décision de lancer ses travaux dans ce domaine et qui va être aussi à l'origine de la création par Pierre Guillaumat. Pierre Guillaumat, c'est qui? C'était l'administrateur général du CEA de 1951 à 1958. Donc, c'est vraiment capital de rappeler cette période à une époque où on avait, sous la 4e République, un régime politique quand même qui n'était où les gouvernements changeaient très rapidement, donc qui n'était pas très stable. On a eu des hommes comme Pierre Guillaumat qui sont restés très longtemps en poste, en l'occurrence à la tête du CEA. Et c'est lui qui a vraiment impulsé cette volonté d'aller en direction des applications de défense nationale. Et je tiens à rappeler ici que Pierre Guillaumat, ça a été aussi un grand résistant. Et le réseau de la résistance a joué un rôle très important. On a parlé de Félix Gaillard, on peut parler du général Buchalet, qui a été le premier chef de ce qu'on appelle le bureau d'études générales, qui est mis en place à partir de fin 1954, début 1955, et bureau d'études générales, qui en fait est l'ancêtre de la direction des applications militaires du CEA, qui sera créé en 1958, en septembre 1958, par le général de Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir. Donc, cette volonté des applications de défense nationale, elle date bien de 1954. Et ensuite, on voit très, très vite, à partir de 1955, la mise en place de ce qu'on appelle des comités mixtes armées-CEA, sachant que dans le domaine des applications militaires, le financement va venir du budget du ministère des Armées. Et donc, il va falloir travailler évidemment en étroite liaison avec les armées, car c'est ce qu'on appelle une œuvre commune. Et c'est à la fois, tout ce que l'on fait, c'est évidemment au profit de la défense nationale et donc de notre souveraineté. Et dans ce contexte, est-ce que tu peux nous parler de pourquoi Yves Rocard est un personnage clé? Alors Yves Rocard, effectivement, donc, est un grand scientifique qui était donc professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, qui était le responsable du laboratoire de physique, et donc lui aussi un grand résistant, qui a à l'origine beaucoup travaillé au profit de la Marine nationale pendant la guerre. Et ensuite, effectivement, il va s'intéresser au domaine de l'énergie atomique. Et il va être en fait la caution scientifique de Pierre Guillaumat pour tout ce qui concerne les applications militaires de l'énergie atomique, à une époque où au sein du CEA, un grand nombre de scientifiques étaient tout à fait opposés au principe de l'acquisition par la France de l'arme nucléaire. Et donc celui qui va être la caution scientifique, c'est
vraiment Yves Rocard. Et Yves Rocard, donc, faut le savoir, par exemple, dans son bureau, enfin dans son plutôt laboratoire de la rue d'Ulm, il avait mis en place un appareillage qui permettait de détecter depuis Paris les essais nucléaires dans le Pacifique, les essais nucléaires américains et britanniques. Et donc ça, au milieu des années 50. Donc, vous voyez, ce qui montre aussi toute l'expertise de la France dans ce domaine depuis le milieu des années 50, et ça a perduré. Et donc, voilà, donc Yves Rocard a joué un rôle fondamental, et je crois que c'est important de le rappeler, c'est un nom qui n'est pas suffisamment connu, et ça a vraiment été la caution scientifique de Pierre Guillaumat pour lancer les travaux. Et juste pour terminer, rappeler que c'est Yves Rocard qui a permis l'acquisition dans le département de l'Essonne du site de Bruyères-le-Châtel. C'est lui qui a organisé un montage, je dirais, en particulier avec des fonds qui venaient des services secrets français, le SDEC, pour acheter le grand territoire de Bruyères-le-Châtel, où a été construit l'un des premiers centres de la direction des applications militaires du CEA, donc Bruyères-le-Châtel, avec Vaujours, qui n'était pas très loin non plus. Alors Paul, c'était quoi la stratégie de défense poursuivie par la 4e République avec le programme nucléaire militaire? Ouais, alors ce qui est frappant au début, c'est qu'on a un programme nucléaire militaire, mais quelque part, on n'a pas encore défini la stratégie de dissuasion et de défense qui va permettre de lui donner toute sa portée. En fait, là, il faut revenir un petit peu sur la situation qui est celle de la 4e République en matière vraiment stratégique. Donc la situation, c'est celle du début de la guerre froide. La France doit assurer sa sécurité, et elle n'a pas d'autre choix à ce moment-là que de le faire aussi dans le cadre de partenariats, d'alliances. Donc la 4e République rejoint l'OTAN dès sa création. La France est un membre fondateur de l'Alliance Atlantique. Poursuit également des projets de coopération européenne, y compris dans le domaine de la défense, qui feront long feu, comme la communauté européenne de défense. Et en même temps, les responsables politiques de la 4e République cherchent aussi à redonner à la France les moyens de son indépendance. Donc, quand en 1954, les Américains développent la stratégie de représailles massives au sein de l'OTAN, les responsables français, Pierre Mendès France, ne sont pas forcément très à l'aise avec une stratégie de défense de l'Europe qui finalement est définie largement par les États-Unis, et voit bien la nécessité de retrouver en quelque sorte des marges de manœuvre stratégiques pour la France. Et donc c'est cette même année que Pierre Mendès France va prendre la décision de lancer le programme nucléaire militaire. Par ailleurs, la 4e République s'embourbe assez vite dans les guerres de décolonisation, où la France va à nouveau faire l'expérience de l'isolement et de la solitude en quelque sorte, puisque aussi bien en Indochine qu'en Algérie, elle va se retrouver très isolée de ses alliés. Et donc il y a l'expédition de Suez, où elle subit les pressions américaines et soviétiques. Donc tout ça conforte en quelque sorte les responsables politiques dans l'idée qu'il faut retrouver les moyens d'assumer des décisions souveraines et une plus grande indépendance nationale. À cette époque, la stratégie de dissuasion n'est pas parfaitement formulée. Il y a déjà des réflexions dans les milieux militaires en particulier pour essayer de tirer vraiment toutes les conséquences de la rupture que représente l'arme nucléaire par sa capacité de destruction absolument inédite et sans équivalent en matière de stratégie militaire. Et donc, on va avoir des généraux français qui, assez tôt en fait, dès 1945, l'amiral Castets par exemple, vont commencer à réfléchir à ces questions stratégiques et faire ce constat fondamental que l'arme nucléaire est tellement singulière que finalement, elle ne doit pas servir à remporter les guerres, mais véritablement peut servir à les empêcher. Donc en dissuadant, en influençant le calcul de l'adversaire pour empêcher même le déclenchement d'un conflit. Donc c'est ça vraiment l'essence de la stratégie de dissuasion qui va maturer en particulier chez ces stratèges français. Et cette idée est évidemment déjà présente lorsque le programme militaire est engagé par Pierre Mendès France, puisque il y a non seulement l'idée de développer une arme nucléaire, mais aussi des sous-marins à propulsion nucléaire.
Et en fait, les sous-marins à propulsion nucléaire sont un élément essentiel dans cette logique de dissuasion et d'empêchement de la guerre finalement. Mais tout ça ne sera clarifié véritablement que plus tard, puisque à ce moment-là encore, à nouveau, la 4ème République est parfaitement inscrite dans l'OTAN et on peut penser que ces responsables imaginaient que l'outil de dissuasion français s'inscrive aussi dans le cadre de cette alliance. On a même eu des moments où des coopérations européennes ont été explorées avec l'Italie et l'Allemagne pour produire des matières fissiles à des fins militaires. Donc l'idée que la dissuasion nucléaire française va se trouver finalement au cœur de la souveraineté nationale, cette idée-là est pas encore totalement établie et c'est véritablement le général de Gaulle, à son retour au pouvoir en 1958, qui va prendre cette direction et faire de la stratégie de dissuasion nucléaire française vraiment un des piliers de la restauration de la souveraineté nationale. Alors, je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Paul, et qui va tout à fait dans le même sens. Mais il y a un point très important, c'est que en avril 1954, lors d'une conférence de presse, le général de Gaulle, donc on est en pleine traversée du désert, hein, il est plus en poste, mais on est dans le contexte du projet de communauté européenne de défense, et qui, s'il avait été appliqué, ce projet aurait interdit à la France de se doter d'une arme nucléaire sans demander l'aval de ses partenaires européens. C'est-à-dire, si la France, à partir du moment où elle produisait plus de 500 grammes de plutonium, il fallait qu'elle demande l'aval. Et pour le général de Gaulle, c'était inacceptable. Alors aujourd'hui, le CEA a des missions multiples, la dissuasion nucléaire bien sûr, mais aussi l'énergie, la recherche médicale, le numérique et le climat. Ces missions, elles ont toutes un lien, l'atome et la compréhension de la matière. Dominique, quand on regarde les missions actuelles du CEA, que reste-t-il de ces fondements de 1945 ? Ce qui pour moi est vraiment clair, c'est la continuité. C'est-à-dire, c'est une petite mission duale, à la fois civile et de défense nationale. Elle a perduré dans le temps et elle a perduré. Et je crois que c'est ça le maître mot, c'est vraiment la continuité. Le point clé, c'est d'avoir une recherche scientifique et technologique qui va donner au pays les moyens de sa souveraineté et de son autonomie stratégique. Donc c'est ça vraiment le cœur de la mission du CEA. Et effectivement, les missions, le champ de la recherche scientifique s'est élargi, mais cette mission fondamentale-là demeure. En 80 ans, du coup, le CEA ça a beaucoup changé, évolué, comme on l'a dit. Dominique ou Paul, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué dans cette histoire, des moments un peu forts ? On a parlé de la bataille de l'eau lourde, qui toi, par exemple, t'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est ça, la résistance, c'est l'élément clé. Moi, j'ai rejoint le CEA assez récemment. Je suis diplomate de carrière, j'ai fait l'essentiel de mon parcours professionnel au Quai d'Orsay. Et ce qui m'a beaucoup frappé en rejoignant le CEA, c'est de retrouver ce sens de la mission au service de l'État, au service aussi de l'action internationale de la France, puisque le CEA joue un rôle absolument clé, par exemple dans l'appui aux négociations en matière de non-prolifération, donc pour éviter la dissémination des savoirs et des technologies nucléaires, dans le contexte de la crise iranienne par exemple. C'est l'expertise du CEA qui va permettre à la France de jouer un rôle clé dans les négociations. Et j'ai vraiment été frappé de trouver un alliage qu'on retrouve à mon avis nulle part ailleurs en termes de culture professionnelle entre l'éthos scientifique, vraiment du chercheur, et l'éthos du service public, en quelque sorte. Donc c'est vraiment la recherche scientifique, y compris la recherche fondamentale, mise au service de la nation. Peut-être Dominique, on voulait parler un petit peu de ton parcours. Est-ce que cette histoire finalement et ces épopées ont été le moteur de vouloir devenir docteur en histoire à ce sujet ? Alors effectivement, il se trouve que ma thèse de doctorat s'intitulait « La genèse de l'armement nucléaire français 1945-1958 », dans laquelle que j'ai soutenu en 1991. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'effectivement, comment le général de Gaulle avait créé le CEA en 1945,
comment, revenu au pouvoir en 1958, il va officialiser un programme qui a été lancé secrètement sous la 4e République et donc qui est un programme donc, qui est marqué par sa continuité. Et voilà, donc mon parcours s'explique, c'est la raison pour laquelle donc, je me suis intéressé donc, très tôt à l'histoire de la dissuasion nucléaire française comme un élément clé de notre défense nationale. Et en parlant de continuité, qu'est-ce qu'on entrevoit ou qu'est-ce que vous entrevoyez un peu pour le futur du CEA? Ouais, ce qui est très frappant aujourd'hui, évidemment, c'est le retour de la compétition internationale, désinhibée, extrêmement virulente, donc une période de danger qui s'ouvre à nouveau, qui fait écho à d'autres périodes historiques, et donc avec le risque que les règles du jeu ne soient plus forcément maintenues. Et dans ce contexte-là, évidemment, la compétition, par exemple, entre la Chine et les États-Unis, évidemment, elle investit également le champ scientifique et technologique. On voit cette course technologique dans les domaines de l'intelligence artificielle et d'autres qui se poursuit. On voit aussi le retour de la dissuasion nucléaire, parfois de l'intimidation nucléaire dans les conflits entre puissances. Et donc tout ça nécessite que les Européens, eux, se donnent les moyens de leur survie, du maintien de leur autonomie stratégique. Et ça passe aussi par le maintien de compétences scientifiques et technologiques de premier plan. Donc il faut rester absolument dans la course. C'est vraiment une question fondamentale pour les Européens. Et je suis convaincu qu'avec le CEA, il y a en France un outil absolument clé et unique en son genre, je pense, à la fois pour permettre le maintien de l'autonomie stratégique française, mais aussi européenne. Eh bien, Dominique, Paul, merci beaucoup pour cet échange passionnant. N'oubliez pas que donc nous fêtons les 80 bougies du CEA cette année, et pour l'occasion, le CEA sur ses divers réseaux sociaux vous a concocté un tas de contenus à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à consulter tout ça. Si vous avez aimé cette conférence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube du CEA, activez bien les notifications, et nous, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Pierre feuille ciseaux.